Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Nous sommes à quelques heures d'une élection que le monde entier va suivre de très près. Demain, mardi 3 novembre, les Américains éliront leur futur président, deux candidats face à face, le président sortant, le républicain Donald Trump, et le démocrate Joe Biden. Depuis 175 ans, la présidentielle américaine se tient à la même date, le mardi suivant, le premier lundi de novembre. Ce mardi 3 novembre, en plus de la présidentielle, les Américains votent pour le renouvellement de la Chambre des représentants et d'une partie des sénateurs du Congrès, sans qui le nouveau président ne peut gouverner. C'est une élection présidentielle compliqué, avec le vote par correspondance qui fait toujours débat. 90 millions d'Américains se seraient déjà exprimés en envoyant leur bulletin par la poste. Une campagne électorale qui a été des plus particulières avec la situation sanitaire. Si Donald Trump a réuni tout de même des millions de personnes durant ses meetings, malgré la propagation du Covid, Biden, lui, a fait preuve de la plus grande prudence. Mais cette élection fait également craindre le pire en cas de course serrée et de résultats retardés. Certains craignent des scénarios catastrophes dans lesquels des partisans des deux candidats sortiraient dans la rue pour réclamer l'abandon de l'adversaire. Dans certaines villes, des commerçants se seraient déjà barricadés. Avec nous, en direct depuis Washington, un grand spécialiste de la politique américaine. Il a plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des relations internationales. C'est le président de Capital Communication Group, société de conseil international pour les gouvernements. Il est au conseil de l'école de services international, le SIS, de l'Université américaine de Washington. Il donne des conférences également à travers le monde entier. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Elias Akram. Bonjour. Bonjour à vous, ravi d'être avec vous, avec nos amis marocains. Difficile de donner toute votre bio, hein. Elle est très longue, mais vous êtes aussi formateur sur des sujets de politique étrangère, dans l'environnement mondial, les libertés civiles, la construction de la démocratie, la société civile et la bonne gouvernance. Alors je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus qu'il est très tôt chez vous, 7 heures du matin. Oui, absolument, il est 7 heures du matin, mais quand même, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, avant de parler des enjeux du scrutin de demain, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambiance actuellement aux États-Unis à la veille de ce scrutin ? L'ambiance est très, en fait, il y a l'enthousiasme partout, à travers tout le pays, ce qui est extraordinaire. Donc, en tant qu'expert dans la démocratie, en fait, c'est quelque chose de très bien qui a lieu aux États-Unis, comme vous l'avez déjà dit, plus de 88 millions d'Américains ont déjà voté. Donc, entre aujourd'hui et demain, ça va être extraordinaire, donc un record. Tous les segments de toute la société américaine, toutes les régions, dans tous les États, les 50 États fédérés, et puis même toutes les catégories aussi d'électeurs, la jeunesse, la femme, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a certainement dans certains endroits où les gens sont un peu inquiets, mais en fin de compte, le système constitutionnel et légal aux États-Unis va pouvoir quand même traiter de toutes ces anxiétés, si vous voulez. Alors, comment s'est déroulée la campagne ? Parce que c'était tout de même inédit, une campagne électorale, des meetings en pleine pandémie. Oui, c'est-à-dire que les campagnes ont lieu de deux manières différentes. Et là, c'est en fait, si vous voulez, comment chaque campagne essaye de se définir d'une manière distincte de l'autre. Donc, la campagne de Joe Biden, qui insiste sur l'importance de la gestion de la pandémie Covid ou Corona, donc certainement n'organise pas les grandes manifestations en disant voilà, c'est ce qu'il faut, bon, ça a été très mal géré, nous allons gérer d'une manière différente et donc voilà comment nous allons nous comporter. De l'autre côté, la campagne du président Trump qui dit que nous avons très bien géré l'affaire, la pandémie, en vue que cette pandémie, on n'était pas prêt pour ça, puis bon, c'est venu de l'étranger, etc. Donc nous n'allons pas arrêter
en fait notre vie complètement. À cause de la pandémie, on va essayer de faire donc une sorte de compromis, d'équilibre, si vous voulez. Donc, deux campagnes qui se définissent d'une manière tout à fait différente. Ceci vous explique, par exemple, dans le cas de Trump, qu'il y a les grandes manifestations dans les milliers, parfois plus de 10 000 personnes qui viennent dans ces dernières étapes de la campagne. On dit aussi que c'est une campagne qui a battu tous les records en termes de dons. On parle de 14 milliards de dollars. Oui, je ne sais pas exactement le chiffre, mais oui, c'est vrai. Le record, c'est extraordinaire, absolument, puisque aux États-Unis, quand il s'agit des campagnes, dans ce qu'on appelle la phase des élections générales, puisque dans nos élections ont lieu à deux phases. La première phase qu'on appelle les primaires, et puis la deuxième, c'est les élections générales. Quand il s'agit des élections générales, les partis politiques, en fait, ont la possibilité de dépenser sur les campagnes, de financer les campagnes électorales de leurs candidats officiels sans presque aucune limite. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails du mode du scrutin, on n'en aura pas le temps, mais une précision quand même importante à donner à nos auditeurs. Les Américains n'élisent pas seulement leur président, mais aussi une bonne partie de leurs représentants au Congrès, parce que sans majorité au Sénat, même si Joe Biden, par exemple, était élu, il ne pourrait pas appliquer son agenda politique. C'est ça ? Ah oui, c'est très important. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en fait, on est en train de voter, d'élire des dizaines de milliers, parce que nous avons un système aussi qui n'est pas du tout centralisé. Donc ça définit la relation entre les États fédérés, nous en avons 50. Donc la relation entre les 50 États fédérés et le gouvernement des États-Unis, c'est une relation qui est complètement non centralisée. Notre système n'est pas unitaire. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, donc, il y a, par exemple, au niveau des gouverneurs, des législatures, des cours, des tribunaux, des États fédérés, il y a toutes sortes d'élections qui ont lieu le même jour. On est en train d'élire aussi tous ces gens-là. Et puis, nous avons plus de 89 000 gouvernements locaux avec des législatifs, des exécutifs locaux qui sont élus au niveau local. Bon, à part ça, pour le Congrès maintenant, pour le système fédéral, je veux dire, bon, il y a l'élection du président, mais comme vous l'avez bien précisé, il y a aussi le Congrès. Donc, il y a la Chambre des représentants, c'est 435 sièges. Et tous les 2 ans, nous avons ça. Donc, maintenant, dans ces élections, il y a les 435 sièges pour la Chambre. Et aussi, il y a le Sénat. Le Sénat, un sénateur est élu pour un mandat de 6 ans, ce qui fait que chaque sénateur a pratiquement la garantie de participer dans 3 congrès consécutifs. Le congrès, ce n'est pas un parlement, c'est une conférence des États fédérés, puisque nous sommes la République des États-Unis et non pas la République du peuple américain. Ça, c'est très important, c'est une fédération d'États, une union d'États. Donc, à peu près, pratiquement, tous les 2 ans, il y a le tiers des sénateurs aussi. Bon, il y a les élections pour le tiers. Alors, c'est ce qui se passe maintenant aussi. Le Sénat, pratiquement concernant le président, surtout quand il s'agit des relations étrangères et aussi toutes les nominations du président, c'est le Sénat qui contrôle et non pas la Chambre. Il y a égalité entre la Chambre et le Sénat quand il s'agit des législations, c'est-à-dire des lois fédérales et du budget fédéral, mais quand il s'agit des nominations, par exemple, le président nomme les ministres, on est ministre de la Défense, pas du peuple, mais ministre de la Défense des États-Unis. Donc, c'est le Sénat, une majorité des États fédérés au Sénat acceptent. Donc, qui a la majorité au Sénat aura une grande influence sur les nominations du président. Tous ses ministres, les sous-ministres, tous les ambassadeurs, et aussi tous les juges au niveau fédéral, toutes les aussi promotions au niveau au sein du militaire, tout ce qui est au-dessus du grade de colonel. Tout ça, c'est contrôlé finalement par le Sénat. Donc, qui a la majorité au Sénat, certainement, est une chose très importante. Mais c'est clair. En plus, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué les élections américaines et on n'en a pas l'habitude, mais quel que soit en fait le nombre de voix obtenues par l'un ou l'autre, le plus important reste le vote des grands électeurs qui peut tout faire basculer.
En fait, c'est pas tout fait basculer, puisque notre système est un système qui n'est pas unitaire, donc c'est un système qui est basé sur l'équilibre et les contrepoids. Équilibre, contrepoids entre quoi? Entre le règne du peuple et le règne des États fédérés, puisque nous sommes une union des États-Unis. Et le président n'est pas le président du peuple, il est constitutionnellement le président de l'union des États. Donc, c'est logique que ce soit les États qui élisent le président. Donc ça, c'est le règne des États. C'est ce qu'on appelle le collège électoral, où les grands électeurs, en fait, votent, élisent. Mais comment ils élisent? C'est ça la question importante. C'est que le peuple vote dans chaque État fédéré pour dicter à son État qui il doit élire. Donc, le règne du peuple s'exprime à travers le citoyen qui vote dans son État, et la majorité, quelle que soit cette majorité, dicte à son État qui élire. Pas comment, qui élire. Et c'est à travers le collège électoral que les États, l'union des États, élit son président. Et c'est pour ça que c'est le même système, en fait, qui est appliqué au sein du Congrès. C'est la raison pour laquelle il y a une chambre de représentants qui, en fait, représente le règne du peuple, puisque la majorité des représentants veut dire la majorité du peuple, puisque la représentation à la Chambre est proportionnelle à la population. Alors qu'au Sénat, chaque État fédéré a 2 sénateurs, quelle que soit la population. Donc, nous avons 100 sénateurs, et une majorité au Sénat nécessite la majorité des États fédérés. Le Sénat, c'est le règne des États. Donc, il y a équilibre entre les deux, puisque nous sommes l'Union des États-Unis. C'est un point très, très important que vous venez de rappeler. Alors, si je comprends bien, pour devenir président, le candidat doit recevoir la majorité absolue des votes du collège électoral, 270 voix, je crois, soit la moitié plus 1 des 538 grands électeurs. Exactement. Donc, le vote populaire ne veut rien dire. Ça ne rentre pas dans l'équation, puisqu'il est président des États-Unis. C'est toute la et non pas le différence. président du Oui, peuple. tout à fait. C'est la grande différence avec des élections présidentielles telles qu'on les connaît ailleurs dans le monde. Oui, parce qu'encore une fois, ce que les pères fondateurs des États-Unis ont envisagé, en fait, c'est extraordinaire. C'est une union qui n'est pas unitaire. Donc, nous n'avons jamais eu aux États-Unis un gouvernement national central. Donc, nous n'avons jamais eu d'un système centralisé. Donc, dès le début, ils ont conçu une union qui est gouvernée par les États fédérés tous les 2 ans à travers un congrès des États-Unis. C'est tout ça qu'on appelle le congrès des États-Unis et non pas le congrès du peuple. À travers un congrès tous les 2 ans et assisté par un président tous les 4 ans. C'est d'en bas vers le haut. Donc, c'est un concept qui est très original, si vous voulez. Et voilà, ça a duré 247 ans. Si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de Radio 2M, je vous rappelle que nous sommes en direct de Washington avec Elias Akram, un grand spécialiste de la politique américaine qui a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des relations internationales. Et là, j'en viens aux chiffres. Les sondages d'opinion montrent que la course reste très serrée entre Biden et Trump. Quelles sont les dernières tendances? Est-ce que vous en avez à nous donner? Oui, absolument, très serré. En fait, il y a pratiquement 5-6, il y a presque 10 États où vraiment la bataille est très, très serrée. L'Ohio, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, je peux vous dire actuellement. Les dernières, par exemple, et encore une fois, c'est toujours dans la marche d'erreur. Par exemple, Caroline du Nord, actuellement, maintenant, Biden est à 48,7% et Trump 46,8%. Donc vous voyez, la différence est en train de se rétrécir, c'est-à-dire c'est Trump qui est en train de gagner dans les dernières 24 heures. Je veux dire. De remonter, voilà. Alors si on prend de notre côté, si on prend, disons, la Pennsylvanie, tout le monde parle aussi de la Pennsylvanie, et là, Biden a toujours jusqu'à maintenant 5 points, donc 50,2% d'après le sondage, et Trump 45,1%. Donc,
Il y a toujours cette 5%, mais ça tourne toujours dans la marge d'erreur. Donc, quand même, c'est pas, c'est serré. Et ce que les experts, les analystes, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il y a des gens qui estiment qu'il va y avoir un nombre record aussi, un chiffre record de personnes qui vont voter demain, c'est-à-dire en personne. Oui, oui. Alors Déjà, justement, sur ce point en particulier, lors de la première présidentielle, les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était 139 millions d'Américains qui avaient voté, dont 33 millions par correspondance. Et les analystes estiment que la participation pourrait être bien plus élevée cette année, avec quelques 150 millions d'électeurs et près de la moitié par correspondance. Vous êtes du même avis ? Oui, absolument. Et certainement, il paraît que cette fois-ci, nous allons aussi avoir un record, c'est-à-dire plus de 50% des citoyens américains qui sont enregistrés, qui vont voter. Parce qu'en général, dans les pour les élections fédérales, présidentielles, en général, il y a toujours moins de 50%. Donc, c'est une minorité des citoyens qui votent, qui ont le droit de voter, mais qui votent, en fait. L'élection d'Obama, premier mandat, on a brisé ça, si vous voulez, c'était plus de 50%, mais en général, c'est moins. Alors, cette année-ci, on s'attend absolument que nous ayons d'avoir vraiment un record, un nouveau record. Comment vous l'expliquez ? Eh bien, la pandémie a certainement beaucoup à faire avec, et là, qui sait, vous savez, les choses pourraient changer aussi. La pandémie a obligé, aux États-Unis, on s'adapte assez rapidement, c'est-à-dire, je peux vous dire, au niveau des ONG, par exemple, au niveau du monde des affaires, des systèmes, tout ce que vous pouvez imaginer. Les institutions se sont très vite adaptées en utilisant tout ce qui est numérique, tout ce qui est, par exemple, Zoom, WebEx, etc., donc tout ce qui est virtuel. Et ce qui se passe, c'est que les États, chaque État fédéré, puisque c'est eux qui contrôlent la majorité des lois qui réglementent les élections, donc les États ont dit, on veut donner vraiment la possibilité à tous nos citoyens de pouvoir voter. À cause de la pandémie, nous allons commencer les élections plus tôt. C'est là, ceci vous explique, pour qu'il y ait autant de gens qui vont voter. À l'Ohio, par exemple, l'Ohio a décidé d'envoyer par la poste le scrutin à tous les électeurs, à tous les citoyens qui sont enregistrés et qui ont le droit de voter. Donc, c'est pour leur permettre, encore une fois, d'exercer ce droit le plus facilement possible. Donc, la pandémie a, si vous voulez, créé un nouvel environnement qui a permis, en fait, une démocratisation beaucoup plus importante. C'est-à-dire, voilà, on vient chez vous, on vous le donne, parce qu'on n'est pas obligé de voter aux États-Unis. C'est un droit, mais on n'est pas obligé. C'est une obligation, mais les gens ne l'utilisent pas toujours, ne l'exercent pas toujours. Donc voilà, on a facilité, et c'est la pandémie, il faut l'admettre. Alors, ce qui serait intéressant à voir, c'est que après cette pandémie, une fois la vaccination, etc., est-ce que nous allons retourner à un autre, ou bien ça va être à partir de maintenant une nouvelle norme, c'est-à-dire qu'il y a toujours y avoir une sorte de mix entre on vote en personne ou bien à travers ces nouveaux systèmes en utilisant la nouvelle technologie, etc. Ce serait à voir. Les premiers résultats sont attendus pour quand ? Parce qu'on entend tout à ce niveau-là. C'est quand est-ce qu'on aura les résultats de cette élection ? Les résultats des élections... Parce qu'en général, il y en a qui créent victoire dès le lendemain matin. Oui, alors je vais vous dire, puisque c'est chaque État fédéré qui décide, donc il y a des États qui ne commencent à compter le vote que le jour des élections, c'est-à-dire le 3 novembre. Il y a des États qui ont déjà commencé à compter sans révéler, mais comme ça, pour faciliter les choses, ça varie vraiment d'un État fédéré à un autre. Mais vu en lieu, c'est difficile de prédire, mais puisqu'il y a autant d'États fédérés où la campagne est très serrée, la bataille est vraiment très serrée, je ne suis pas sûr. Est-ce que nous aurons les résultats le 3 novembre, bien même le 4 novembre? C'est-à-dire,
il faut garder en tête que dans chaque État fédéré, ça dépend de la différence qui existe entre les deux candidats. S'il y a un seul qui est franchi, la campagne d'un candidat peut exiger que l'État fédéré fasse de nouveau le compte. C'est-à-dire qu'il faut recompter les votes. Et ceci, c'est permis. Et c'est d'après les lois Oui, ça fédérales. s'était déjà d'ailleurs déjà produit. Ah oui. Et ça s'était déjà produit. Oui, absolument. Absolument. Mais il y a quand même une sorte de soupape de sécurité, si vous voulez, ce qu'on appelle les ports sûrs. J'explique, et ça c'est important à savoir, c'est qu'il y a dans la loi fédérale, alors là, il y a des dates limites. Par exemple, il faut que tout s'arrête le 8 décembre. Donc, même s'il y a des délais, ce n'est pas la fin du monde. La date du 8 décembre, c'est une date qui est imposée par la loi fédérale. Il faut donc 6 jours avant que les grands électeurs, et qui cette année-ci, donc c'est le 14 décembre, donc le 8 décembre, chaque État fédéré est obligé de donner ses résultats au gouvernement fédéral pour qu'il y ait les élections. Alors, et si ceci n'a pas lieu, je peux vous dire, rappelez-vous par exemple en 2000, entre la campagne de George W. Bush et la campagne d'Al Gore, bon, si ceci n'est pas fait, certainement que la campagne d'un des deux candidats aura recours à la Cour suprême américaine et disant la loi exige, donc il faut qu'on en finisse. Donc s'ils ont compté déjà une fois, 2 fois, 3 fois et c'est pas fini encore, il faut et ça qu'on n'en finissait pas, tout à fait. Pardon ? Et ça n'en finissait pas. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont obligés. Et c'est la Cour suprême, et on a déjà un précédent, et la Cour suprême qui avait dit la loi exige qu'il y ait une élection, donc vous avez compté déjà 3 fois, c'est fini, boum, vous arrêtez, vous déclarez donc le gagnant. Donc ça, c'est une première date qui est très importante. Nous avons aussi autre chose qui est très importante, c'est que si jamais il n'y a pas aucun candidat n'obtient les 270 des voix électorales du collège électoral, donc ça retombe à la Chambre et au Sénat. Donc c'est la Chambre, à ce moment-là, qui va élire le président et le Sénat qui élit le vice-président. Et ceci doit avoir lieu avant l'inauguration du président, qui est donc pour le 20 janvier. Et le 3 janvier, c'est la date la fin de ce congrès. C'est-à-dire ce congrès est dissous le 3 janvier. Donc ils ont du 14 décembre au 3 janvier pour faire l'élection du président. Donc c'est une autre étape aussi constitutionnelle pour qu'il n'y ait pas de vide constitutionnel. Et c'est la Chambre qui élit, mais la Chambre n'élit pas par personne, par État. C'est-à-dire, par exemple, la Californie, qui a 53 représentants à la Chambre, n'a qu'une seule voix. Il faut que les 53 votent entre eux et puis choisissent qui la Californie doit élire, puisqu'encore une fois, c'est le président des États-Unis et non pas du peuple. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, Nous avons vu... C'est le Sénat qui fait la même chose pour le président. Et pour si le la président. Chambre échoue, oui, pour le vice-président. Le Sénat élit le vice-président, la Chambre élit le président, puisque dans notre système, le vice-président est automatiquement le président du Sénat. Il n'a aucune responsabilité, aucune fonction, sauf si le Sénat est divisé moitié-moitié, c'est lui qui tranche. Donc voilà. Bon, sinon, il n'a aucun pouvoir sur la gestion et les opérations du Sénat. Donc c'est le Sénat qui élit donc le vice-président. Maintenant, même si la Chambre n'arrive pas à élire le président, ça retombe au Sénat avec le vice-président. Il y a le 12e amendement et le 20e amendement de la Constitution américaine qui, en fait, explique exactement le processus. Donc, il est presque impossible, je ne peux pas dire, on ne peut jamais savoir avec toutes les possibilités, mais il est presque impossible d'avoir un vide constitutionnel.
Alors, une dernière question, s'il vous plaît. On a vu sur certaines chaînes de télévision américaines, repris par des chaînes internationales, des commerçants clouant des planches en bois sur les vitrines de leur commerce, d'autres barricader leurs fenêtres. Vous pensez que tout peut basculer après l'annonce des résultats? Ça peut être violent? Je ne peux pas vous dire exactement mais ce qui va se passer, mais je peux vous dire, puisqu'il y a eu quand même des manifestations d'un côté, il y a eu des problèmes de sécurité d'un autre, concernant la police, la justice sociale d'un côté ou de l'autre, dans plusieurs villes, dans plusieurs États fédérés. Et donc, là où il y a eu des dégâts matériels, ces magasins, ces restaurants, ces entreprises, il dit, bon, ceci peut arriver de nouveau, on ne va pas retomber dans la même affaire, par précaution, on va le faire. Donc je comprends pourquoi certains, mais ce n'est pas vraiment à une grande échelle, hein. C'est très limité, c'est très localisé dans certains endroits où il y a eu des émeutes ou bien des manifestations, donc de la violence, si vous voulez. Est-ce que la politique étrangère a été un petit peu, en tout cas, citée par les différents candidats? Et j'ajoute à cela, et plus particulièrement pour nous, concernant par exemple le continent africain. Est-ce que la politique étrangère était présente lors de cette campagne? La politique étrangère, en général, aux États-Unis, je ne peux pas dire n'est pas présente, mais elle n'a pas le poids. Et je vais vous dire pourquoi. La raison est très simple, c'est que à peu près presque 95% de la population américaine ne s'intéresse pas à la politique étrangère. Donc, ce qui fait que, malgré que la présidence joue le rôle extrêmement important dans la politique étrangère, le candidat à la présidence ne peut pas se focaliser sur la politique étrangère puisque 95% des gens ne s'y intéressent pas. Donc, on en parle, ils sont obligés à cause des débats, donc on pose des questions, mais ceci vous explique pourquoi chaque candidat, quand il parle de la politique étrangère, il essaye de faire toujours établir un lien, un rapport avec ce qui se passe à l'intérieur du pays, pour que ça résonne, si vous voulez, avec le citoyen américain. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas comment vous le dire. Non, c'est la vie en fait de chaque Américain au quotidien qui prévaut et ça se comprend presque en même temps. Hein. Ça va être l'éducation, ça veut dire le système de santé américain, en fait, l'emploi, tout ce qui va préoccuper, en fait, c'est la proximité avant toute chose. Exactement. Merci beaucoup, Ilyas Karam, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président, cofondateur d'ailleurs, de Capital Communication Group, société de conseil international pour les gouvernements, et que vous êtes un spécialiste. J'ai juste une petite question. Le SIS, l'école de service international de l'université américaine à Washington, c'est un établissement de politique internationale? Parce que c'est souvent cité quand même, le SIS. Oui, absolument. C'est une institution on enseigne les relations internationales. C'est une grande école, si vous voulez. On n'a pas de grandes écoles au vrai sens du mot aux États-Unis, mais à Washington, elle est très, très bien connue. Il y a, donc, en général, ceux qui finissent leurs études de SIS se dirigent en général dans les différentes institutions donc, du gouvernement des États-Unis, les relations internationales, les organisations multilatérales, etc. Donc, c'est toujours ce qu'on appelle le service, parce que l'idée derrière, la philosophie, c'est rendre service à l'humanité, à travers l'engagement international. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Ilyas Akram. J'espère à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis j'espère qu'on pourra vous rappeler après ces élections, avoir votre regard. Et merci pour votre analyse. Merci à vous. C'est vraiment un grand plaisir. Très ravi. Et bonjour à tout le monde au Maroc. Vivre avec vous.